Bonsoir, c'est un réel plaisir d'interagir avec des concitoyens via cette plateforme dont je salue les initiateurs, les jeunes scientifiques, les jeunes scientifiques mauritaniens. En ce qui concerne le sujet qui est lié à l'éducation, qui est un sujet extrêmement important et complexe, et plus précisément la problématique qui est la nôtre, c'est-à-dire quel modèle éducatif pour la Mauritanie. Je vais axer mon intervention de la manière suivante, c'est-à-dire partir de nos réalités, puisque généralement quand on traite des sujets qui sont liés à l'éducation, à l'économie, au système économique ou au système politique, on a tendance à importer des modèles extérieurs et d'essayer de les calquer à nos réalités. On va essayer ce soir de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de nos réalités pour ensuite venir au répertoire de l'éducation moderne. Donc, pour ce qui est de l'éducation traditionnelle africaine de manière générale, et en particulier la Mauritanie, il faut dire que la jeunesse mauritanienne a en commun avec une grande partie de la jeunesse africaine, et même, disons, une partie de la jeunesse mondiale, un problème d'éducation et d'intégration dans la société. Alors, ce problème est lié à des multiples causes, d'abord sociales, économiques et politiques. Il serait donc intéressant de revoir comment la société traditionnelle, qui semble ne pas avoir eu beaucoup de difficultés sur cet aspect-là, avait résolu le problème de la jeunesse. Donc, ce qu'il faut dire des sociétés traditionnelles de manière générale, ce qui caractérise la jeunesse dans ces sociétés-là, c'était essentiellement son intégration. Il faut entendre par là une adaptation objective et psychologique à la société qui elle-même était intégrée. Les sociétés traditionnelles en question se caractérisaient d'abord par leur économie de subsistance, ensuite par leur caractère restreint en comparaison de regroupements modernes. Donc elles sont constituées sur le plan sociologique par des groupements tels que les ethnies, les tribus et les clans. Deux choses à dire sur ces sociétés-là en matière d'éducation, c'est le rôle que jouait la famille dans l'éducation des enfants et le rôle que jouait la société globale. Alors, pour ce qui est de la famille, il faut dire que le cadre social premier de l'enfant, c'est la famille. Donc, avec la mère intervient dans son éducation, son père, son oncle et tous les autres membres de la famille. Donc, le rapport à une multitude de gens crée très tôt chez l'enfant l'habitude à la présence d'autrui et un esprit collectiviste. Donc, dans la communauté familiale, chaque membre de la famille apprend à l'enfant ce qu'il a à lui apprendre, et ainsi il fait l'expérience et de l'obéissance, et du respect, et de la discipline. Ensuite, il y a le rôle de la société globale. Dans les sociétés traditionnelles, l'enfant est pris en charge également par ce qu'on appelle la société globale. Les adultes dans leur ensemble interviennent individuellement et collectivement dans son éducation. Tous les adultes ont un droit d'éducation sur l'enfant. Il est de même pour ce qui est des classes d'âge. Les jeunes reçoivent ensemble les enseignements des aînés. Et enfin, on a les associations d'âge qui sont des cadres d'auto-éducation. Alors, ce qu'il faut dire de l'éducation traditionnelle, c'est que l'éducation traditionnelle est informelle, elle est pragmatique et elle est fonctionnelle. À chaque âge correspond un type de savoir qui est lié aux conditions de vie. C'est-à-dire que la période, par exemple, si on prend la période d'initiation qui précède l'entrée à la vie active, il pourrait à elle seule être comparée à l'éducation moderne. Et pour ce qui est de cette période d'initiation, je peux vous renvoyer aux œuvres du célèbre Amadou Padeba qui avait écrit beaucoup sur cette période-là. Et on voit que les jeunes étaient regroupés ou enfermés et reçoivent ensemble en enseignement systématique. Ils apprennent l'histoire du clan, la fondation des villages, les mythes fondamentaux, la morale, un certain nombre de techniques. Alors, pour ce qui est du cas de la Mauritanie, et ça c'est quelque chose, il faut dire que c'est quelque chose qui n'est pas le propre de la Mauritanie, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans pratiquement toute l'Afrique, et spécifiquement pour ce qui est du cas de la Mauritanie, il y a aussi les mahadras, les madrasas qui jouaient un rôle essentiel dans l'éducation. Dans un rapport publié par le PARSEM, donc qui est le projet d'appui à la rénovation du système éducatif mauritanien,
Roger Gauthier, qui était un conseiller technique du ministère de l'Éducation, affirmait que l'enseignement traditionnel de type informel reste intimement lié à l'histoire de la Mauritanie depuis plus d'un millénaire et constitue une originalité frappante de ce pays-là. À cette période-là, donc qui correspond à la fin de la période coloniale, il y avait pratiquement plus de 691 mahadras, soit un total de 5675 étudiants répartis dans toutes les communautés. Alors s'il faut prendre ces données statistiques avec beaucoup de précautions compte tenu du caractère informel de ces données-là, il faut dire que ces enquêtes retenaient au moins trois aspects essentiels. D'abord, la souplesse de l'enseignement, de la façon dont on dispensait l'enseignement traditionnel. Les étudiants apprenaient sous des tentes, dans des cases découvertes ou sous des hangars, et cet enseignement était aussi accompagné toujours d'une activité parallèle. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'était la mobilité avec laquelle les élèves apprenaient. C'est-à-dire que le maître pouvait donner ses cours en étant assis, debout, ou il peut les donner en marchant à la mosquée, au champ ou au puits, en tout cas avec toujours une activité pareille. Contrairement également à ce qu'on dit, c'est que dans ce type d'enseignement, il y avait une organisation, c'est-à-dire que les maîtres pouvaient faire recours à un système de séquence selon les journées pour mieux répartir et échelonner la disposition des disciples et leur orientation. Donc les cours pouvaient être donnés, consacrés de cette façon. On pouvait consacrer le matin par exemple aux enseignements de la religion, la mi-journée au droit musulman par exemple, l'après-midi aux sciences du Coran et le début et la fin de l'après-midi par exemple à la langue et à la grammaire, ou sinon la sira, donc qui est la vie du prophète. Les étudiants, le troisième aspect que ces enquêtes retenaient, c'est que les étudiants pouvaient eux-mêmes assurer leur propre auto-évaluation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également aujourd'hui dans le système éducatif moderne, notamment ici en France et même à Paris, où il y a un lycée qui s'appelle un lycée autogéré, c'est-à-dire que c'est les étudiants eux-mêmes qui assurent la gestion et le suivi de leur éducation. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait justement dans ce système éducatif ancien. Donc, les étudiants qui progressaient à leur guise pouvaient, même s'ils sont soumis à des tests, de par l'exigence de l'environnement qui est imposé, ils avaient la possibilité donc de produire un rayonnement de nature à faire profiter aux autres jeunes disciples de leurs connaissances. On peut conclure sur cette première séquence de l'éducation traditionnelle concernant spécifiquement les mahadras sans reprendre les propos de Ahmed Baba Meskhi, donc qui est un personnage central dans l'histoire de la Mauritanie, qui disait de ces mahadras-là qu'ils étaient, de par leur dure et austère conditions d'existence, d'excellentes écoles de formation, non seulement intellectuelles, mais aussi et surtout morales et physiques. Il disait de ces écoles qu'elles étaient des écoles où se forgeaient des caractères, des tempéraments, des hommes conditionnellement aptes à affronter donc les deux implacables ennemis de l'époque que constituent le désert et l'anarchie la plus totale. Donc ce qu'il faut retenir de l'éducation traditionnelle, c'est son caractère fonctionnel dans la transmission du savoir. Alors, cette forme de pédagogie est également à l'œuvre dans la formation professionnelle. Dans les sociétés traditionnelles, toute communauté confondue, la formation professionnelle n'était pas problématique, elle allait de soi. C'est-à-dire qu'en donnant une formation professionnelle, la société traditionnelle définissait la place et la fonction qu'occupera le jeune plus tard. Alors, on peut rétroquer à ce système-là l'absence de mobilité sociale, on va revenir sur ça. Mais en tout cas, voilà, dans la société traditionnelle, la formation professionnelle allait de soi puisque la société définissait de fait la place et la fonction que le jeune occupe plus tard dans la société. Donc l'insertion professionnelle dans les sociétés traditionnelles se faisait par l'adaptation de la jeunesse, surtout par un phénomène qu'on appelle le phénomène de lignage, c'est-à-dire que par cette forme d'organisation sociale, l'idéalisation des ancêtres était un moyen par lequel on développait l'esprit d'identification chez les jeunes qui sont à la recherche de modèles.
Ce qu'il faut retenir dans cette insertion professionnelle traditionnelle, c'est qu'on s'est forcé par tous les moyens de développer chez les jeunes le sens de l'attachement à la terre natale dont ils sont ici. C'est-à-dire qui les accueille, qui les forme, qui les nourrit et qu'ils vont retrouver le jour de leur mort. Cet attachement à la cellule familiale, à la terre, à la communauté, cette solidarité entre ces trois entités-là, manifestait l'appartenance et l'intégration totale de chaque jeune à sa communauté ou à sa terre. Les jeunes sont donc initiés à l'action par opposition à l'oisiveté pour leur famille, mais surtout pour eux-mêmes. Donc cette éducation traditionnelle qui était si rigide avait l'avantage de développer chez les jeunes un esprit de discipline et de soumission aux principes qui sauvegardent la cohésion du corps social. Alors dans la société traditionnelle aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la formation professionnelle, concernant la formation professionnelle, que le jeune, dès lors qu'il échappe l'autorité de la mère, c'est-à-dire vers 5 ans, il vit déjà dans la même vie que les adultes. Donc il appartient à la même nature sociale, il participe aux mêmes tâches dans la limite de ses moyens, et son éducation va commencer à cette période-là et va se poursuivre jusqu'à l'âge libérateur, c'est-à-dire le mariage. Dans cette société traditionnelle, le mode de production étant ce qu'il est, c'est-à-dire basé sur une économie de subsistance, la société, c'est qu'elle est, autrement dit, une société de tradition. La formation professionnelle ne pouvait déboucher que sur la reproduction de la situation des pères, de l'oncle, selon que le système de filiation soit patrilinéaire ou matrilinéaire, ou de la mère s'il s'agit du sexe féminin, c'est-à-dire s'il s'agit d'une fille. En tout cas, la mobilité sociale ou professionnelle n'était pas de mise et même était inconcevable dans ce type de société. Peut-être là une limite de ce modèle social. En tout état de cause, un jeune, quel qu'il soit, reproduit sur le plan économique, technique et même social la vocation de son autorité, c'est-à-dire de la personne dont il dépend socialement. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que la tradition jouait ici un rôle important. Le jeune n'est pas simplement, par exemple, un paysan, puisque son père ou son oncle l'est, ou l'a été, mais il est puisqu'il le veut lui-même. C'est-à-dire qu'ici, la société lui présente sa condition comme étant prestigieuse, et puisqu'ayant été celle de ses ancêtres. Donc, fort de la conviction du prestige de ses ancêtres et du travail qu'ils ont accompli ou que lui il va accomplir, le jeune n'a que de hâte que de s'intégrer à son tour et de prendre sa place dans la structure de production familiale qui, en même temps, est une structure d'honneur et de prestige. On va maintenant venir à mon deuxième propos qui est donc l'éducation moderne comparée à cette éducation traditionnelle. L'éducation moderne actuelle, il faut dire que la société actuelle, la société mauritanienne, mais pas que, les sociétés actuelles interviennent dans l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'école, donc qui est une éducation formelle et qui est en grande partie, en tout cas en ce qui concerne les pays francophones anciennement colonisés par la France, qui est donc cette éducation est en grande partie étrangère, il faut dire, à nos cultures. Comme vous le savez, c'est un héritage de l'école de Jules Ferry sous la Troisième République. Donc, hérité de la colonisation, celle-ci, l'école moderne, n'a laissé vers les années 1900, donc date de l'indépendance de la Mauritanie, une vingtaine d'écoles et un collège d'enseignement général. Et avec un taux d'alphabétisation ou de scolarisation qui ne dépassait pas les 6,9%, si ma mémoire est bonne, dans les années 1968. Ce qu'il faut dire donc, c'est que le système éducatif mauritanien est de par sa nature un système très jeune, dont l'institution, comme on l'a dit, relève en majeure partie de la période post-coloniale, donc après les indépendances. Et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un système en plein essor, donc avec toutes les difficultés que cela sous-entend, aussi bien en matière d'infrastructure que d'encadrement. Et ce système est réparti en 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est l'enseignement fondamental ou primaire.
devant préparer à l'enseignement secondaire, donc qui est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est la formation technique ou professionnelle. Et le quatrième niveau, c'est l'enseignement supérieur. Alors, sauf que cette école moderne rencontre des difficultés. Alors, on va les diviser en deux. Il y a des difficultés dont les causes sont d'ordre structurel, donc liées à l'organisation et à l'établissement de l'école elle-même, et d'autres causes qui sont d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire qui sont extra-scolaires. Et on va commencer par ces causes-là. C'est-à-dire et on va partir essentiellement des années 70 avec la crise écologique que va connaître la Mauritanie. Donc la sécheresse qui va ralentir progressivement les activités agro-pastorales et qui fera que cela aura comme conséquence une détérioration des conditions de vie des populations. Les populations vont de plus en plus se sédentariser et ils vont créer des pressions démographiques assez importantes sur des grands centres urbains, manquant déjà à la base de structures d'accueil en matière d'eau, de santé, d'emploi, mais également d'éducation, dont les principales victimes seront les jeunes. Donc c'est dans ce cadre que l'école, rejetée et regardée jadis comme étant un vecteur de transmission de la culture occidentale, va susciter un nouveau intérêt pour ces populations qui se sont sédentarisées. Donc ils vont, au fur et à mesure, délaisser un peu l'éducation traditionnelle et épouser l'éducation moderne. Sauf que l'école moderne éprouve des difficultés à plusieurs niveaux, en dehors même des causes structurelles qu'on vient de citer. D'abord, la première ligne des difficultés majeures de l'école moderne, c'est l'impossibilité d'assurer l'instruction à tous les jeunes. Nos sociétés traditionnelles, comme on vient de le voir, n'avaient pas affirmé le droit à l'éducation. C'est-à-dire que n'étant pas une société de droit, mais de principe, c'est-à-dire reposant sur un certain pragmatisme, elle ne reconnaissait pas un droit à l'éducation, bien qu'elle l'a donné effectivement à tout le monde. Tandis que les sociétés modernes, pour leur part, affirment un droit à l'éducation, mais ne sont pas en mesure, ne sont pas capables d'appliquer ce droit-là, donc à tous les enfants. Donc, et contrairement à l'éducation traditionnelle, qui, de par sa pédagogie du groupe, qu'elle assurait ne lâchait aucun enfant en cours de parcours, aujourd'hui l'école moderne, en ce qui la concerne, pratique une sélection rigoureuse qui est fondée sur une pédagogie qui met l'accent sur la performance individuelle et sanctionnant cette performance par un diplôme. C'est pourquoi, pas que la Mauritanie, l'Afrique de manière générale apparaît aujourd'hui comme étant le continent où l'ignorance est assez développée. Sa part totale, dans le total mondial d'analphabétisme est estimée jusqu'à récemment à plus de 60%. Et malheureusement, la Mauritanie n'est pas épargnée par ce fléau. On avait même récemment un classement qui mettait la Mauritanie en dernière position par rapport au classement mondial. La seconde difficulté à laquelle se heurte l'école moderne tient au fait qu'elle ne forme pas l'homme. Son orientation est telle qu'elle a fragmenté une éducation qui à l'origine était globale. L'éducation dans la société, l'éducation dans sa forme actuelle, donc l'école dans sa forme classique actuelle, ne s'adresse qu'à une partie de la totalité psychologique, c'est-à-dire l'intellect. Le résultat d'une telle approche, c'est qu'une coupure s'est installée et qui a des répercussions sur la structure de la personnalité, le développement de l'enfant, du dit enfant. Donc l'enfant mauritanien aujourd'hui se meurt ainsi à l'intérieur de deux univers en rapport de discontinuité, c'est-à-dire d'un côté la famille et de l'autre l'école. Ensuite, le passage de la famille à l'école correspond à un déplacement linguistique. Donc l'utilisation d'une langue étrangère constitue à elle seule un fait d'aliénation. Enfin, une troisième difficulté que rencontre l'école moderne, c'est l'absence de fonctionnalité dans l'enseignement, du fait que l'enseignement moderne ne met pas suffisamment l'accent sur les conditions de vie réelles des enfants. Or, dans ces conditions, il est difficile aux enfants de comprendre tout à fait les modèles qui leur sont proposés et de s'identifier à ces modèles-là. Donc désormais, on voit qu'entre la famille et l'école, il n'existe pratiquement plus rien. Et beaucoup de secteurs de l'éducation traditionnelle qui étaient pris en charge par les institutions intermédiaires, telles que les classes d'âge, les groupes initiatiques,
la communauté des adultes sont laissés en friche, puisque l'État qui a pris en charge l'éducation globale n'arrive pas à assurer, comme on vient de le dire, le rôle qui est le sien. Ainsi aussi, on constate une autre difficulté que rencontre l'école actuellement, c'est on constate un manque de maîtrise des programmes. Alors, selon des récentes études montrant que sur les programmes, sur l'ensemble des disciplines, il n'y a que 30% du programme qui est maîtrisé par les enfants. En plus de cela, il y a un déficit en matière de formation des enseignants, absence de suivi, et une forte disparité régionale qui sont assez importantes entre, par exemple, que l'on soit à la capitale Nouakchott ou dans les régions, dans les villes intérieures. Il faut dire, en guise de conclusion pour cette partie-là, qu'en Mauritanie, exemple, on sait que plusieurs réformes se sont succédées des années 60 à nos jours, c'est-à-dire il y a eu au moins 5 réformes. La première c'est en 1959, la seconde en 1967, la troisième en 1973, la quatrième en 1979-1980 et une toute dernière en 1999. Toutes ces réformes visaient à réviser les programmes d'enseignement pour une adaptation socio-culturelle et économique du pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces réformes ont montré leurs limites. Notamment, on sait que certaines se sont retardées sur le choix de la langue d'enseignement ou le choix de prendre et l'arabe et le français. C'est un débat qui est assez problématique, je ne vais pas rentrer sur les détails, mais on sait que toutes ces méthodes, en tout cas, toutes ces réformes ont aujourd'hui échoué dans la tâche d'assurer une adaptation socio-économique et culturelle du pays. Donc par conséquent, on peut dire que ce système éducatif a échoué, il n'assure pas le rôle d'intégration qui doit être le sien, il n'arrive pas à prendre en charge l'ensemble des jeunes, et parmi ceux qui le sont, c'est-à-dire parmi les enfants qui sont pris en charge, très peu arrivent à la fin du cycle. C'est-à-dire de plus, on voit que ceux qui terminent leurs études voient de plus en plus surgir devant eux des difficultés d'intégration dans la vie professionnelle. Sur les 100% qui arrivent jusqu'à l'étude supérieure, il n'y a que 20% qui réussissent souvent à trouver de l'emploi, et même si il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, on a au moins jusqu'à 80% qui sont livrés à eux-mêmes après plus de 18 ans d'efforts d'enseignement, et aussi ceux qui sortent de l'enseignement du système éducatif sans une formation qualifiante. Et justement pour ce qui est en ce qui concerne le marché du travail, on voit qui sera donc le troisième propos de cette allocution, c'est que la société actuelle, qui se caractérise par un certain nombre de traits, donc la société mauritanienne actuelle, contrairement aux sociétés traditionnelles, se caractérise par un certain nombre de traits, l'économie du marché, la division du travail complexe et organique, accroissement démographique, apparition des centres urbains, constitution d'entités politiques nationales. Et on voit que cette société elle-même, elle est intégrée dans un monde qui se caractérise par l'inégal développement social et économique. Donc on peut dire de la sorte, et ça c'est pas le propre de la Mauritanie, c'est l'Afrique de manière générale, et de la sorte, les sociétés traditionnelles ont été désarticulées et pour ainsi dire vidées de leur substance. Et malheureusement, nos économies restent dans une très large mesure des sociétés qui exportent ce qu'elles produisent et importent ce qu'elles consomment. Et cela aussi a une conséquence justement sur l'intégration des jeunes. Également, je ne vais pas développer cette partie-là, on n'aura pas beaucoup de temps pour développer cette partie, mais ça fait partie des difficultés que rencontrent les jeunes dans l'intégration de la société moderne. Donc, je disais que les sociétés modernes actuelles et la société mauritanienne y compris interviennent dans la formation des jeunes par l'intermédiaire des écoles
techniques ou des centres de formation. Et en Mauritanie, cet enseignement technique et professionnel est assuré sur concours et des élèves sortant des premiers et des seconds cycles. Et donc, en raison de la complexité de la division du travail, les professions se sont effectivement multipliées avec la mobilité professionnelle. Dans ce système, dans ce nouveau système, la profession s'est individualisée, donc on n'est plus dans les sociétés traditionnelles où les jeunes exerçaient les mêmes fonctions que leurs parents. On peut dire que d'une certaine manière, ils ont été libérés, mais la question c'est à quel prix? Parce qu'en dehors du monde paysan et de certains secteurs de l'artisanat, la famille effectivement n'assure plus la formation professionnelle. L'État qui a pris la place des institutions collectives traditionnelles, on voit qu'il n'assure pas non plus cette formation-là. Et il intervient que dans des secteurs souvent très limités, donc dans l'enseignement général ou technique, et peu à peu essayer de donner une formation professionnelle scolaire. Mais on voit par exemple une récente étude du FINAP qui montrait que avec la forte croissance rapide de la démographie, que cela a accentué ou en tout cas accéléré le chômage massif, notamment des jeunes. Et l'État, malheureusement, même en essayant de donner cette formation professionnelle, vit qu'on n'identifie pas les besoins réels du marché de l'emploi. On voit aujourd'hui toutes les difficultés que cela peut poser sur l'intégration des jeunes, notamment dans les formations même universitaires. Et les étudiants s'amusent aujourd'hui à qualifier l'université de machine à fabrication de chômeurs, puisque à la sortie de l'université, ceux qui sortent encore avec un diplôme de master ou de maîtrise rejoignent généralement leurs aînés qui sont sur le marché de l'emploi, qui est quasiment inexistant en Mauritanie, sachant que le secteur informel, je pense que l'un de vos intervenants avait justement parlé de ce problème d'emploi en Mauritanie. On sait très bien que le secteur informel absorbe le plus grand nombre de demandeurs d'emploi. Et en conclusion, je vais conclure et je vais pas, je pense que j'ai plus assez de temps. Je dirais que l'avenir d'une société dépend de l'éducation qu'elle offre à sa jeunesse. C'est la même qui transmettra le savoir et le savoir-faire aux générations futures. C'est pourquoi des mesures parfaitement ciblées et coordonnées ainsi que des perspectives réelles d'intégration doivent être prises pour canaliser l'énergie de cette jeunesse et pour répondre à ses attentes. Il faudrait qu'il y ait impératif d'œuvrer à ce qu'il y ait des profondes réformes des systèmes éducatifs, aussi bien en ce qui concerne les contenus que les méthodes. Et l'éducation doit être un outil de développement et un terrain d'épanouissement des jeunes au lieu d'être un simple moyen d'obtenir un diplôme qui permet d'accéder à un tel emploi. Il s'agit également de casser cette dichotomie qui existe entre l'éducation et l'emploi. Et pour ça, il ne faut pas aller chercher l'or, c'est-à-dire qu'il faut revenir à nos réalités. Et je pense qu'avec l'excuse qu'on a fait de l'éducation traditionnelle, on voit qu'on peut y trouver des recettes pour mieux adapter les réformes actuelles. Et donc on sait que plusieurs réformes ont été entreprises en Mauritanie, mais toutes ont montré leurs réformes face aux transformations des structures de la production. Il ressort donc de ce qui précède non seulement le besoin d'acquérir un système éducatif approprié, mais aussi le besoin d'assurer une adéquation entre ce système éducatif et le marché du travail pour une meilleure intégration économique et sociale des populations, en particulier des jeunes. Donc voilà le propos qui est le nôtre par rapport à ce sujet-là, et je vous remercie. Alors, une des questions, c'est comment, c'est comment s'inspirer du modèle éducatif traditionnel pour l'adapter au système éducatif actuel.
Alors, moi, j'ai expliqué un peu comment fonctionnait le système éducatif, qu'il soit familial ou dans les mahadras, par exemple. Et j'ai essayé d'identifier quelques traits, notamment la souplesse de l'éducation, comment l'éducation s'est déroulée, et aussi la fonctionnalité. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui calquer entièrement le modèle traditionnel à l'école moderne. C'est pas le même système, mais ce qu'on peut faire, c'est de s'inspirer de ce qui marchait, par exemple la fonctionnalité de ces écoles-là et la souplesse, parce qu'aujourd'hui, l'éducation moderne, l'école moderne, et dans des caractères, l'une des caractéristiques de l'école, c'est la lourdeur, par exemple, administrative, et aussi la façon dont on dispense les enseignements. Donc ça, on peut très bien s'inspirer de ce modèle traditionnel et voir comment on peut prendre quelques recettes qui fonctionnaient bien et les calquer à l'éducation moderne actuelle. Par exemple, le fait de prendre en charge l'ensemble des enfants mauritaniens. Si on voit aujourd'hui, par exemple, au niveau des sciences religieuses, la Mauritanie a quand même une réputation mondiale par rapport à cela. Et c'est quelque chose, donc c'est un modèle qui fonctionnait. On peut prendre effectivement quelques recettes et essayer de les appliquer à l'école moderne. Pour ce qui est de la formation, il faut distinguer deux choses en fait. La formation professionnelle ou même l'éducation, c'est pas quelque chose qui ressort des formateurs. C'est avant tout des politiques, des choix de politique éducative qui est le propre de l'État. C'est-à-dire que c'est à l'État de décider des orientations politiques éducatives d'un pays. Ensuite, les formateurs s'inscrivent dans cette volonté-là, dans ces choix politiques-là. Et encore, il faut. Souvent, quand on parle de politique, les gens ont une aversion par rapport à la politique, puisqu'on pense toujours à la politique politicienne. Il y a des vraies mesures politiques que l'État, en tant que premier gestionnaire d'un pays, peut prendre. Et donc, les formateurs s'inscrivent d'abord dans ces choix-là, dans ces orientations, et ensuite sont dans l'obligation de leur devoir de prodiguer ces formations-là aux jeunes. Maintenant, il y a un préalable. Le préalable, c'est justement d'identifier les besoins d'un pays, identifier les besoins des entreprises, identifier les besoins du marché du travail. Et ça se passe même ici en France. Il y a un moment où ce problème se posait, c'est-à-dire une adéquation entre la formation professionnelle et le système du marché de l'emploi. Maintenant, ce qu'il faut, en tout cas ce qui est de la Mauritanie, c'est avant tout, c'est à l'État, aux acteurs de la société civile notamment peut-être, d'identifier les besoins réels pour le développement du pays et de prendre les choix en conséquence. Et ensuite, les formateurs, bien entendu, il y a un qui disait qu'aujourd'hui tout est à faire, même pas à refaire en Mauritanie, tout est à faire, c'est-à-dire qu'on doit entreprendre un chantier global du système éducatif, éducatif et de la formation professionnelle, mais toujours en tenant compte des besoins réels des populations et par conséquence du pays. Donc, alors, pour ce qui est des jeunes, il faut là aussi distinguer deux choses. D'abord, l'offre, c'est-à-dire qu'au niveau des formations, ça ne relève, c'est pas le ressort des jeunes, c'est-à-dire que c'est encore une fois l'État ou en tout cas l'éducation nationale qui propose des offres de formation. Et naturellement, les jeunes s'inscrivent dans ces offres-là selon les choix des orientations. Après, c'est clair qu'au niveau c'est quelque chose qui aujourd'hui, disons entre guillemets, à la mode, c'est que de plus en plus des jeunes entreprennent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes prennent des initiatives d'entreprendre, ce qui est une bonne chose. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait d'infrastructures déjà préalables qui peuvent répondre qui peuvent accompagner en tout cas ces initiatives qui peuvent être individuelles. Mais dans l'absolu, ce qui est clair, c'est qu'un État ne peut pas, en tout cas un pays ne peut pas se développer à partir des initiatives individuelles. C'est avant tout des structures étatiques
bien identifié qui prodigue des formations et un marché de l'emploi qui soit là pour absorber ces jeunes qui sortent de système éducatif et de formation qualifiante. Et maintenant, il y a un autre aspect qui est peut-être déterminant, c'est-à-dire que le comportement des jeunes est aussi tributaire de son éducation. On a vu que dans l'éducation traditionnelle, on inculquait très tôt chez l'enfant le sens de l'attachement à la terre, à la famille, à la communauté, et que cela forgeait un esprit concrètement de citoyenneté. Ce qui manque dans l'éducation moderne, c'est justement ce travail-là de citoyenneté et de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui ça fait défaut au niveau des jeunes. Encore une fois, il faudra qu'il y ait des vraies structures d'accompagnement dans la formation, dans l'éducation, et le reste vient naturellement après. Ce qui est de l'autre aspect qui se pose, c'est que, comme disait un de nos professeurs en Nouakchott, il disait que le problème de la Mauritanie, c'est que les formateurs eux-mêmes ne sont pas formés. Donc, il y a déjà un préalable qui n'est pas là. Pour transmettre une connaissance, il faut que soi-même on ait la maîtrise de cette connaissance. Donc aujourd'hui, ce qui se pose, c'est que on ne va pas dire qu'il n'y a pas de formateurs en Mauritanie, mais le problème, c'est que la qualité de l'enseignement ou de la formation qui doit être mise en avant n'est pas effective en tout cas, ce qui fait qu'il y a un déficit au niveau de l'enseignement, puisque tout simplement les formateurs eux-mêmes souvent n'ont pas suffisamment de bagages, et donc on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Pour ce qui est de la formation, il faut distinguer deux choses en fait. La formation professionnelle ou même l'éducation, c'est pas quelque chose qui ressort des formateurs, c'est avant tout des politiques, des choix de politique éducative qui est le propre de l'État. C'est-à-dire que c'est à l'État de décider des orientations politiques éducatives d'un pays. Ensuite, les formateurs s'inscrivent dans cette volonté-là, dans ces choix politiques-là. Et encore, souvent quand on parle de politique, les gens ont une aversion par rapport à la politique, puisqu'on pense toujours à la politique politicienne. Il y a des vraies mesures politiques que l'État, en tant que premier gestionnaire d'un pays, peut prendre. Et donc les formateurs s'inscrivent d'abord dans ces choix-là, dans ces orientations, et ensuite sont dans l'obligation de leur devoir de prodiguer ces formations-là aux jeunes. Maintenant, il y a un préalable. Le préalable, c'est justement d'identifier les besoins d'un pays, identifier les besoins des entreprises, identifier les besoins du marché du travail. Et ça se passe même ici en France. Il y a un moment où ce problème se posait, c'est-à-dire une adéquation entre la formation professionnelle et le système du marché de l'emploi. Maintenant, ce qu'il faut, en tout cas ce qui est de la Mauritanie, c'est avant tout, c'est à l'État, aux acteurs de la société civile notamment peut-être, d'identifier les besoins réels pour le développement du pays et de prendre les choix en conséquence. Et ensuite, les formateurs, bien entendu, il y a un qui disait qu'aujourd'hui tout est à faire, même pas à refaire en Mauritanie, tout est à faire, c'est-à-dire qu'on doit entreprendre un chantier global du système éducatif, éducatif et de la formation professionnelle, mais toujours en tenant compte des besoins réels des populations et par conséquence du pays.